Bon, écoutez, hein, on ne va pas, sans plus attendre, hein, on va se lancer, effectivement. Juste peut-être deux mots avant de passer la parole à Jean-Paul Joiry, qui est notre premier invité de ce séminaire, hein, qu'on a intitulé De quoi demain sera-t-il fait. Un mot pour vous dire que, en fait, il est dans le prolongement d'un séminaire qu'on avait tenu les années précédentes, hein, également d'intervention, qui portait sur quel type de développement on peut mettre en avant pour les sociétés contemporaines. Et là, au fond, il y a à l'issue de ce séminaire, je ne parlerai pas de son contenu, hein, il y a des informations que vous pouvez retrouver sur le site d'Espace Marx, et part aussi dans celui de la Fondation Gabriel Péry, puisque ce sont des séminaires qui sont faits conjointement par ces deux organisations. Il y a une question qui nous est apparue, une première, c'était de savoir, mais au fond, il y a beaucoup d'apports qui ont été faits par les intervenants, mais une question se pose, c'est est-ce possible de le mettre en place, ce nouveau type de développement, parce que voilà, les solutions avaient été amenées dans de très nombreux propos des intervenants. Ça, c'était donc la question du possible. Est-ce que c'est possible? Et on s'est demandé, au fond, si cette question du possible, de l'alternative. Donc voilà comment un peu ce séminaire s'est mis en place. Et donc on s'est dit comment travailler cette question de l'horizon, de sens, d'espérance, avec la question de la transformation de la société aujourd'hui. Alors, deuxième aussi courte indication, parce que en regardant d'un peu plus près, il y a dans l'histoire du mouvement ouvrier et plus particulièrement communiste une acception péjorative de ce qui relève de l'utopie. À partir d'un ouvrage, ou en tout cas, si ce n'est péjoratif, qui n'est pas réellement situé à sa juste place. Je crois, enfin je vais l'exprimer très brièvement, il faudrait plus long développement, je m'en excuse, mais c'est la question qui est la réception d'une certaine manière de ce livre de Marx et d'Engels sur le socialisme utopique, voilà, comme quelque chose qui détourné, était irréaliste, etc. Donc au fond, d'une certaine manière, une acception qui disait que l'utopie, c'était quelque chose à laquelle il ne fallait pas s'intéresser, dès lors qu'on voulait transformer réellement la société. Alors, c'est vrai que ce qui, là encore, très caricaturalement, ce qui est dénoncé, c'est le fait qu'on puisse penser une société dans le futur, à partir d'une conception idéale, et qu'on s'efforcerait de la remettre, de la faire vivre dans la société sans tenir compte de l'état réel de cette société, des contradictions, etc. Bon, ça a donné les expériences du socialisme utopique et effectivement les fins que l'on sait. Mais chez Marx, il y a une autre conception, là aussi j'exprime d'une manière très schématique, c'est au fond, c'est qu'en partant des contradictions, des tendances d'une société donnée, on peut y distinguer des projections qui nous amènent à réfléchir sur l'horizon, sur la perspective, et qui peuvent s'ouvrir là aussi de manière contradictoire dans une société. C'est pour ça que certains utilisent le vocable d'utopie concrète, qu'on peut associer chez Marx à la pensée d'un développement humain, d'un libre développement humain. Voilà donc un peu ces deux aspects. Donc voilà, est-ce qu'il y a à revoir, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous permettre de réarticuler un peu différemment cette question de l'utopie concrète, pour préciser les choses, et de la transformation de la société. Donc, dans ce séminaire, je ne vous en dis pas plus, mais nous recevrons de nombreuses personnalités comme Michel Ruot-Sarcé, Yvon Quignou, Isabelle Garot, Bernard Stiegler, Philippe Corcuff, Michael Logui, Roland Bory, Arnaud Münster et Marie-Josée Monsda. Voilà, ceux qui sont
annoncés dans les semaines et les mois qui viennent. Pour l'heure, je vais de suite passer la parole à Jean-Paul Joary pour une séance qui s'intitule, c'est son titre, « Le présent de l'espérance ». Jean-Paul. Allez. Alors oui, on pourrait croire que j'ai pas lu le thème du séminaire, puisque de quoi demain sera-t-il fait? Et moi, je donne comme titre à cette intervention le présent de l'espérance du centre-ville. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas que la question posée, de quoi demain sera-t-il fait, n'est pas une grande question. C'est une question même humaine, politique majeure. Je voulais simplement consacrer cet exposé à l'examen de ce qui fait problème dans la question elle-même. Évidemment, derrière tous les thèmes dont Guy Carassus vient de parler, évidemment, qui explore cette difficulté, ces contresens possibles, ces différents cheminements. Je vais dire déjà que cette question politique, de quoi demain sera-t-il fait, il y a déjà deux dangers. Le premier danger, c'est de le lire, serait de le lire comme le font ceux qui veulent garder le système en place. Je m'explique. Ils essayent de répondre à la question en évitant soigneusement de la poser. Et on dit, voilà, demain, le monde sera comme ça. Donc, deux versions qui se complètent. Un, il faut vivre avec l'époque, le monde change, il faut changer avec, et donc s'adapter au mouvement du monde. On connaît ce discours, hein, c'est le discours quotidien de télévision, des interventions politiques de divers bords politiques d'ailleurs, hein, on sait bien. Et puis, voilà, et donc, du coup, on demande au peuple de s'adapter à ce mouvement du monde, comme s'il était déjà écrit, et du coup, le mouvement du peuple fabrique ce monde qu'on a décidé par avance comme devant exister. Alors ça, c'est le discours idéologique extrêmement conservateur. Il y a un autre discours dont il faudrait sans doute se méfier, c'est notre piège, parmi ceux qui refusent l'état des choses existantes. De quoi demain sera-t-il fait est parfois entendu comme que doit être demain. Et alors là, on décide ici et là ce que doit être le monde de demain, la société de demain, l'humanité de demain, et ça donne ce que Marx critique quand il parle de socialisme utopique, c'est-à-dire le fait d'élaborer un futur séparément des ressources du présent, et qui donc, par définition, sera irréalisable, semeur de désespérance ou de plantation minoritaire, etc. Donc il y a déjà cette question qu'il faut examiner en elle-même avant d'essayer d'y répondre, et c'est pourquoi à la question de quoi demain sera-t-il fait qui concerne le futur, avec sera-t-il fait, c'est-à-dire un sujet inconnu, neutre, j'ai titulé mon exposé d'aujourd'hui le présent de l'espérance, c'est-à-dire j'ai ramené le futur au présent, sous-entendant que tout ce futur est dans le présent, et en détruisant le sera-t-il fait par une espérance qui ne peut être que dans des sujets vivants présentement. Alors, est-ce que j'ai fait un contresens sur le thème? Je ne pense pas, je vous le propose. Est-ce que je veux réduire le politique au moral? Non plus. Est-ce que je veux réduire le collectif à l'individuel? Non, mais un non que je vais essayer de tempérer. Pourquoi pas? Pourquoi pas en venir directement au subjectif? En effet, mon titre implique que quelque chose de subjectif et de présent sont l'élément majeur de la voie qu'on peut emprunter pour penser un avenir différent du présent et pour agir, pour le créer, pour écarter les mâchoires du fatalisme dans la logique. C'est donc exactement ce que j'appelle le présent de l'espérance. Alors, pour commencer par des exemples simples, si je prends mon stylo et que je le lâche, je n'espère pas qu'il tombe sur le sol, je le sais. Si je dis de quoi la seconde suivante de mon stylo sera faite, chacun de nous ici peut le dire. Il va tomber vers le centre de gravité de la Terre, hein, avec une vitesse qui sera proportionnelle à la moitié du carré du temps de la chute. Hein. Ça va être Galilée. Hein.
Donc, je n'espère pas qu'il tombe. Si je promène mon chien dans la rue, je n'espère pas qu'il lève la patte partout, il y aura l'urine dans notre chien. Je sais que comme il est régi par l'instinct, de quoi cette promenade dans la rue sera-t-elle faite dans l'heure qui suit? De cela. Je le sais. Ça veut dire que le mot espérance n'a aucune place là où règne ce qu'on appelle rapidement le déterminisme ou l'instinct, qui est une sorte de déterminisme génétiquement transmis. Et donc, dans ce cas-là, je peux dire, c'est la fameuse sentence stoïcienne, demain sera-t-il fait de cela? Et ça, évidemment, c'est la négation du politique. Si on raisonnait comme ça, évidemment, sans espérance, donc, il n'y a pas de politique, parce que, en même temps, tout cela est absurde. Si on dit que tout est déterminé, la révolte aussi est déterminée. Alors, au nom de quoi dirait-on qu'il est absurde de se révolter, puisque tout est nécessaire? La révolte aussi, donc, on ne peut plus rien dire, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et donc, par principe, une action suppose qu'on se jette devant, en français, c'est-à-dire qu'on se projette, une projection dans le futur. C'est-à-dire qu'on a cette caractéristique de vivre hors de nous et devant nous, qu'on appelle la conscience, et qui donc fait que ce qui n'est pas encore et peut être dans ma conscience ou dans notre conscience, ça dépend des périodes, et qu'il y a une sorte d'alimentation de mon action pour que ce qui n'existe pas encore existe. Si je suis tout seul, ça n'existera d'ailleurs jamais. Mais si jamais il y a une conjonction de ces projections, eh bien ça donnera un mouvement plus collectif, voire même un mouvement qu'on appelle révolutionnaire, comme c'est arrivé quelquefois dans l'histoire. Et donc, dès qu'il s'agit des affaires humaines, il y a de la conscience, il y a de l'imaginaire, et donc il serait incohérent de dire que l'espérance est absurde, parce que sans espérance, il n'y a pas d'action. Tout ce que nous faisons, c'est en fonction d'un futur, qui peut être absurde, qui peut être négatif, qui peut être absolument pas souhaitable, incohérent, tout ce qu'on voudra, utopique au sens négatif que tu l'as dit tout à l'heure, mais de toute façon, on ne comprend pas nos actes quotidiens sans cette dimension du futur qui se trouve dans la conscience présente. Cependant, quoi qu'on dise de ces projets, de ces intentions, de ces espérances, de ces imaginaires, de fait, il n'est d'être que présent. Tout autre raisonnement marche à l'envers. La présence de l'homme est singulière. Pourquoi? Parce que la présence de l'homme est toujours en devenir, c'est-à-dire qu'elle n'est pas un présent immobile, ce n'est pas une présence figée, c'est la présence de quelque chose qui se transforme sans cesse. Une très belle phrase de Sartre qui dit pour un humain, être soi-même, c'est toujours être autre que soi. Ça vaut pour soi, ça vaut pour les peuples, ça vaut pour l'humanité. Donc, il y a cette dimension qu'on appelle l'histoire. N'empêche que, quelle que soit cette dimension très spectaculaire de notre espèce par rapport au reste de son vie sur Terre, tout se fait au présent. Et donc, tout ce que nous faisons, c'est par imaginaire, projection, intention, espérance, et ça nous jette tout de même, et il faut le savoir, dans ce que Blaise Pascal appelait des temps qui ne sont pas les nôtres. On est toujours dans le futur et dans le passé, alors que nous vivons toujours dans le présent. C'est cette tension qui est nécessaire, on ne pourra jamais faire autrement, qui crée un problème philosophique à grande portée, à mes yeux, politique. Si je suis toujours dans l'espérance d'un être futur, il est vrai que je me perds. Et on sait bien qu'historiquement ça a existé, ça. La vision, voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, tant pis, mais c'est dans l'espérance de quelque chose, du futur, etc. Cette sous-évaluation, ce dénigrement de fait du présent, eh bien, est extrêmement grave en termes de développement de l'humanité.
Et donc, combien d'individus, au nom d'une espérance future, ont pu abandonner, ignorer, ne pas voir la richesse de leur présent? C'est-à-dire que bien souvent, et je pense que ce sera toujours comme ça, et aujourd'hui je pense peut-être plus que jamais, ceux qui font vivre la possibilité d'un autre futur ne se rendent pas compte de la richesse de leur présent. Le futur, ils l'ont sous les yeux. Un des futurs possibles, des futurs possibles. Et donc, c'est vrai que cette façon de parler toujours du futur, notamment hier, du futur radieux, a bien conduit des peuples entiers à sous-estimer la richesse de leur potentialité présente. Et on a même institutionnalisé ce genre de choses avec des textes, des programmes, des modèles, des façons d'agir, de parler, de penser la politique, qui a fait que les choses d'une richesse extraordinaire n'ont jamais eu de contradiction, de concrétisation transformatrice. Donc voilà, en même temps, parce qu'on est toujours dans cette contradiction, on ne peut pas trouver la force d'agir individuellement et collectivement sans cette espérance. Nous sommes condamnés à cette contradiction. C'est, à mes yeux, un des paradoxes, des antagonismes même internes de toute conception du futur. Alors, depuis des millénaires, on a essayé de donner consistance à cette contradiction. Je vais de développer, mais là je vais simplement l'évoquer. Le premier qui, dans l'histoire de l'humanité, a essayé de casser cet antagonisme, de le dépasser, c'est Platon. Le premier dans l'histoire de l'humanité a consacré une œuvre entière à une conception rationnelle du politique. Dans un livre, notamment, un des livres les plus grands, à mes yeux, La République. Et c'est vrai que, d'un côté, il fait miroiter la possibilité pour les humains d'un autre mode d'être social qu'on caricature très facilement et de façon incohérente le plus souvent, car ça n'est pas rien que ce qui est public l'emporte sur ce qui est purement individuel, qu'il y ait une égalité de fait des hommes et des femmes, qu'il n'y ait pas d'esclaves, 4e siècle avant Jésus-Christ, qu'il y ait donc des règles de justice qui régissent l'interaction de tous les individus dans la cité. On dit que c'est un texte totalitaire, c'est absurde, c'est comme si on disait que les mathématiques sont totalitaires, puisqu'elles disent que tous les rayons du cercle sont égaux. Dans aucune rouille, c'est vrai, mais on a besoin de penser le théorique pour s'éclairer dans la pratique, où c'est toujours à peu près, etc. Donc, il y a cette façon de concevoir, non pas un futur possible, mais une autre façon de concevoir le social, pour nourrir, bon, comme disait Pascal, dit Platon a voulu donner une règle à un hôpital de fous. Voyant les intérêts contradictoires, la démagogie la première forme de démocratie, bon, Platon leur a dit, voilà, si vous voulez un point de repère, on va appeler ça la chose commune, la res publique. Voilà. Et chacun, individuellement, devra se régler sur cette conception collective de l'intérêt social. Et donc, d'un autre côté, Platon, qui n'est pas du tout utopiste au mauvais sens du terme, il démontre dans la République que ce modèle n'est pas possible. Parce qu'il dit les humains, ils sont le produit des conditions d'éducation, des conditions de vie sociale, etc. Et donc ils ont des idées, on dirait aujourd'hui l'idéologie dominante, ils ont des idées qui tendent à reconduire ces contradictions d'intérêts individuels, etc. Et il imagine tout. Il imagine tout. Un pouvoir minoritaire qui impose, un peuple qui se mettrait à voter publiquement, les enfants qu'on éduquerait séparément de la cité, il essaye tout. Et finalement, il dit non, il ne voit pas comment c'est possible. Il dit ce serait souhaitable, mais pas réalisable. Et il dit, mais j'ai écrit ce livre pourquoi? Pour donner un point de repère qui responsabilise l'individu dans sa vie personnelle. L'individu doit vivre comme un citoyen. Même si on dit que la société idéale, le rationnel, etc., commune, la République, est impossible, il faut que chaque individu essaye de vivre comme un citoyen d'une République. Et ça, je trouve que c'est une très très grande idée. La responsabilisation en toute course de l'individu pour que la société aille mieux. C'est-à-dire que c'est contre tout ce qu'on appelle aujourd'hui le cynisme. Il
il y a eu des dizaines et des dizaines, dans un livre, j'en avais, je ne sais pas, énuméré, je ne sais pas, 15, 20, 30, pensées, penseurs, systèmes, philosophie, projets, programmes, qui ont essayé de résoudre ce problème. Moi, j'ai une attention toute particulière pour Jean-Jacques Rousseau. Pourquoi? Parce que lui aussi s'est attaqué au plus haut niveau à cette question on ne peut plus difficile, à savoir est-ce que le futur sera forcément comme le présent. Et dans son œuvre, Rousseau, évidemment, il écrit un livre qui pourrait en discuter, mais pour moi c'est le plus grand livre politique de l'histoire de la pensée humaine. J'évoque ici le contrat social de 1762. Je pense que c'est encore un livre d'avenir. Je pense que personne, y compris Marx, qui avait sans doute beaucoup d'autres choses à faire, n'a perçu le politique avec cette perspicacité, avec cette rigueur. Et je suis très étonné d'ailleurs, d'avoir sorti un livre sur Rousseau l'année dernière, de voir quel est l'impact de quelques idées que j'essaie de développer, aussi bien sur l'économie, le politique, l'institutionnel, les gens disant, mais c'est une pensée, voilà une pensée d'aujourd'hui, une pensée pour demain. Donc Rousseau, lui, s'attaque aussi à ce problème. Et il en fait une analyse extrêmement sévère, évidemment, des sociétés de son époque. Et il va très loin, parce qu'il établit une distinction qui devrait toujours nous inspirer. Il fait la distinction entre la volonté de tous et la volonté générale. Distinction que tous ceux qui veulent caricaturer Rousseau pour enterrer le jacobinisme font semblant d'ignorer. C'est une distinction très importante si on ne veut pas, comme on dit aujourd'hui, être opportuniste ou utopiste, aussi mauvais sens du terme, encore une fois. La volonté de tous, il dit, c'est ce qu'on obtient lorsque tous les gens se prononcent. C'est la somme de toutes les volontés particulières. C'est ce qui s'exprime, dit-il, par exemple, dans un vote. Je dirais, en France, on ne votait pas. Lui, les jeunes voient, donc en Suisse, il y avait déjà la votation. Donc, quand tous les citoyens votent, il y a cet agglomérat de volontés particulières, chacun vote en fonction de ses intérêts, de ses idées, de ses croyances, etc. Et on a une dominante. Ça, c'est la volonté de tous. Cette volonté de tous, son grand défaut, évidemment, c'est d'agglomérer des pensées, des espérances, des conceptions du futur qui sont enracinées dans nos passions, nos intérêts, notre éducation, voilà, nos intérêts d'organisation intermédiaire, comme il le disait, etc. Et la volonté générale. Mais la volonté générale, c'est un autre concept. Encore une fois, tous ceux qui veulent enterrer Rousseau font comme si c'était pareil, alors qu'ils passent des pages à démontrer la différence. La volonté générale, il dit, c'est ce que l'humanité devrait vouloir si elle avait la connaissance intégrale de tous ses intérêts, ce qui n'arrivera jamais. C'est comme le cercle mathématique par rapport à la roue, j'y reviens, cette comparaison. Et donc, cette volonté générale, personne ne peut prétendre la connaître. C'est ce que nous devons chercher en tant que citoyens. Tout citoyen est à la fois un individu humain avec ses intérêts personnels, etc., et en même temps membre d'une cité sur laquelle il doit réfléchir, nous dit Rousseau, dans le silence de ses passions. Nous devons essayer de penser le futur en essayant de faire abstraction de nos intérêts strictement personnels, nationaux, etc. Voilà. C'est donc non pas la volonté qui s'exprime, elle ne s'exprimera jamais en tant que telle, puisque c'est un concept, c'est ce qui s'exprimerait si on avait tous un idéal citoyen effectif, si on y arrivait. Ça veut dire que bien souvent, mais ça dû vous arriver comme moi, il est arrivé de voter sachant que personnellement j'y perdrais, plus d'impôts, plus de ceci, de cela, etc. Être citoyen, c'est se dire que de toute façon, la collectivité a besoin, ou l'humanité a besoin de quelque chose, même si moi ça ne m'intéresse pas, ou même si j'y perds, je dois le vouloir, parce que je suis membre de la cité, et sans la cité, je ne pourrais pas vivre. Voilà. C'est cette distinction qui, pour moi, est fondamentale chez Rousseau. La distinction des deux. Voilà. Et donc, il se pose la question, mais est-ce qu'on peut rapprocher la volonté de tous de la volonté générale? Parce que c'est ça le problème. Et dans un certain marxisme d'hier, c'était ça le problème. Avec Marx, le futur doit être ça. De quoi demain sera-t-il fait? Du communisme. Avec une
transition, et peut-être une transition vers la transition, et voilà. Hein, donc c'est comme ça. Et alors, mais les gens n'en veulent pas encore. Eh bien, il faut agir pour que la volonté de tous rejoigne la volonté générale, en prétendant connaître la volonté générale. Alors que la volonté générale, c'est un objectif de tous. Ça n'est pas quelque chose que quelqu'un peut prétendre posséder, sinon c'est une volonté générale. C'est la volonté de un ou de quelques-uns. D'où la notion ancienne d'avant-garde, etc. Certains ont la vérité sur le lendemain, et les autres doivent être convaincus. Voilà. Et donc il y a un vrai problème derrière tout ça. Hein. Je vais vous montrer pourquoi la question de quoi demain, etc., je l'ai transformée en présent d'espérance. Le futur au présent. Et donc, Rousseau se heurte au même problème. Et il se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la volonté générale suppose une culture, des concepts, une réflexion, du débat. Et il dit, ben, les plus pauvres, ils ne savent pas lire et écrire. Ils ont un langage plus pauvre. Ils n'ont pas le temps de discuter et de réfléchir. Seuls les riches trouvent le temps. À l'époque, ils n'avaient pas besoin des clubs d'aujourd'hui, mais ça fonctionne très bien aujourd'hui. On a des clubs de réflexion. On prend du temps, on est au pouvoir, donc on voit venir, etc. Et puis, il y a les urgences. Le pauvre, il a besoin de mordre celui qui le fait souffrir. Il n'a pas toujours le temps, ni la langue, ni le goût de la lecture, ni même la disposition psychologique. Et Rousseau voit bien cela. Et puis, il dit autre part, il dit, le pouvoir, c'est pas là-haut, avec le peuple, les bons pauvres dominés en bas. Le pouvoir, Rousseau le voit bien avant Michel Foucault. Le pouvoir, et on le trouve dans certains textes de Marx, notamment dans le Capital, d'une façon géniale. Le pouvoir, c'est pas le haut qui domine le bas. C'est une logique qui permet au haut de gouverner le bas, parce que le bas a intériorisé la logique du pouvoir. Le pouvoir, on ne l'enlève pas aux autres pour dominer, on le distribue. Et Rousseau voit bien, dit-il, que dans toute la société, chacun est servile vis-à-vis de celui qui domine juste au-dessus, parce qu'il rêve de remplacer celui au-dessus et de dominer ceux qui sont à côté. Il dit, on ne pourrait pas asservir quelqu'un qui ne voudrait qu'être humain. Non, c'est parce qu'on veut être un maître qu'on accepte d'être esclave. Vous savez bien que dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui, c'est le problème. Et que disent les parents qui se soucient des enfants? Oui. Tu rentres dans l'entreprise, tes idées elles sont belles, mais pour l'instant, fais ta situation, calme-toi, tu ne pourras jamais, etc. En gros, si tu veux être responsable, accepte d'être servile. C'est humain, mais c'est la société entière qui est bâtie là-dessus. Et donc, cette logique-là, Rousseau revient à dire, dans ces inégalités culturelles et à l'intérieur de cette logique du pouvoir qui traverse tout, et ajoute-t-il, y compris les sociétés intermédiaires, alors qu'il n'y a pas de parti politique, on le voit bien, les anciennes corporations, etc., y compris dans les associations qui contestent l'ordre social existant, la logique du pouvoir, bien sûr qu'elle est partout. Personne n'y échappe totalement. Et donc Rousseau se dit à la fin, il a cette phrase désespérante, les hommes devraient être avant les lois ce qu'ils doivent devenir par elles. C'est-à-dire, si on vivait dans une société juste, tout le monde verrait bien que la société juste, c'est formidable. Mais comme on est dans une société injuste, eh bien, les hommes ne sont pas prêts à une société juste. Vous savez, moi, devant mes étudiants, je leur pose, quand je les vois très généreux, c'est comme ça, je leur dis, bon, écoutez, vous êtes pour l'égalité? Oui. Vous êtes pour que tout le monde mange? Oui. Bien sûr, ces adolescents, ils ont un idéal de justice. Je leur dis, est-ce que vous serez pour que pendant un an, on abolisse toute sanction, toute justice, toute police, toute frontière, et qu'on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, même des autres continents, hein. Et là, je vois pâlir comme ces jeunes. Je dis, combien de morts? Je dis, non, combien de centaines de millions de morts? Et on serait les premiers dans les sociétés développées. Alors, qui est pour cela? Et là, tout le monde pique du nez. Je m'amuse à leur ajouter que de toute façon, ils n'ont rien à craindre, puisque nous, on a la bombe. Donc on est tranquille, le cynisme quotidien, c'est ça aussi. C'est-à-dire que nous avons intériorisé des choses, Rousseau va très loin. Il va dire, est-ce qu'on supporterait une société juste? Qui supporterait une société juste? Et sur la planète aujourd'hui, c'est pire qu'à l'époque, la planète. Donc c'est une question terrible. Et elle dit, voilà, et Rousseau se dit, ben, finalement, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas possible. Un peu plus de 30 ans avant la Révolution française, en gros, il nous dit que la révolution est impossible. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pourquoi il ne tombe pas du tout dans l'utopie. Il fait une analyse très matérialiste, très rigoureuse
de ce problème qui, mine de rien, est le nôtre. Quand on dit oui, mais les Français, mais les Européens, etc., on dit simplement que, vu la situation, les gens ils ont une mentalité qui les empêche de vouloir sortir de cette situation. Mais ça, c'est pour moi le plus grand problème. Et ce n'est pas un problème de difficulté à concevoir un lendemain. C'est une question qui concerne notre capacité à savoir quel est notre présent et nos capacités présentes. Et donc il y a là un problème qui fait toute l'histoire de la philosophie. Quand Marx parle de socialisme utopique, je suis d'accord avec ce que dit Guy. Le terme utopie, du coup, a pris une seule signification, alors que sous la plume de Marx, ça en a deux. L'utopie, c'est comme la religion chez Marx. C'est ce qui permet à l'humanité souffrante de continuer à vivre et à agir. Et en même temps, en tant que philosophe et organisateur révolutionnaire à l'époque, Marx y voit bien que certains modes de raisonnement théorique et politique nous vouent à la désespérance. Et là, il pointe du doigt ce qu'il appelle les socialistes utopiques. Ce n'est pas l'utopie qui pointe du doigt, ce sont certaines doctrines. Alors il pense à Owen, à Weber, à Barr, à Dürer, à Wedling, à Hess, à Stirner, un jour j'ai fait la liste, il y en a beaucoup. Voilà, Fourier, Lamennais, Proudhon, évidemment, y compris Babeuf, mais là-dessus, il ne le cite jamais, et je pense qu'il a raison, parce que Babeuf n'était pas tombé dans ce... La conspiration des égaux n'est pas une utopie, à mes yeux. Et donc, ils ont effectivement entretenu l'espérance, une certaine idée d'autres futurs possibles, qui nous font rire aujourd'hui. Moi, quand j'expose le phalanstère de Fourier à des étudiants, tout le monde rigole, enfin, ces petites cellules où la liberté sexuelle est grâce à l'amour et aux lois de la gravitation newtonienne qui se manifeste chez les hommes et les femmes par l'attirance sexuelle, eh bien, la nature rétablit l'ordre, etc. D'autres disent, mais Dieu a voulu que nous soyons heureux, donc attendons, ça va venir. D'autres chrétiens comme Wedling disent, non, les ouvriers, les paysans, etc. sont complètement intégrés, donc donnez-moi une armée de 10 000 voleurs, on leur donne un glaive, et avec cette minorité, on prend le pouvoir et on impose la société où règne l'amour. Regarde un peu, ça. On a connu ça. Donc, mais c'est très émouvant et c'est très intéressant parce que sans ces pensées-là qui peuvent nous faire sourire aujourd'hui, il n'y aurait pas eu l'entretien d'une espérance de quoi demain sera-t-il fait. En même temps, évidemment, il faut se poser la question, très grave à mes yeux, n'a-t-on rien gardé de ces modes de pensée depuis longtemps et malgré Marx? Tous ces gens-là, plus les trades d'union, les premiers syndicats, les associations ouvrières, etc., on les a appelés, en reprenant un mot de Babeuf et la conspiration des égaux, etc., les communistes. Et c'était une insulte. Ils veulent la communauté des femmes, ils veulent tout vous prendre, tout des enfants, etc. C'était une insulte. C'est comme spinoziste au XVIIIe siècle, comme impressionniste pour les peintres. C'est plus de la peinture, ce sont des impressions. Génial, dit Claude Monet. Nous nous appellerons les impressionnistes. Et donc, voilà, toutes ces pensées-là, c'est ce qui a rendu possible d'autres pensées. Et il ne faut pas nier ni l'aspect propulsif de cette espérance philosophique et politique, ni l'obstacle extraordinaire que ça constitue, qu'on le veuille. Non, c'est ce que, dès les années 40, 1840, le jeune Marx, et je pense, à mes yeux, que c'est aussi important que sa découverte de la plus-value, la baisse lancienne de profit, etc. Politiquement, je pense que c'est ce que Marx apporte de plus important pour nous. C'est cette idée qu'il écrit dès 1843. Nous ne nous présentons pas en doctrinaire avec un principe nouveau. Voilà la vérité, à genoux devant elle. Nous apportons au monde les principes que le monde a lui-même développés dans son sein. Idée que peu développent quand même. Il dit, voilà, ce que moi je prétends apporter, ce n'est pas un principe nouveau, une théorie nouvelle, un futur nouveau. Je prétends apporter une nouvelle idée, à savoir que ce ne sont pas mes idées qui vont compter. Je dois savoir ce qui se développe dans le présent, dans le monde réel.
dans chaque petite lutte, chaque contestation, etc. D'où son intérêt pour les luttes paysannes au Moyen-Âge, en Angleterre, en Allemagne, en France, etc. Son intérêt pour les luttes dans l'Antiquité, tout ça, en tant qu'historien en même temps. La moindre lutte ouvrière, la moindre lutte, y compris des critiques qui se développent chez les intellectuels de son époque, etc. Et donc, voilà, c'est ça, je pense, le fil conducteur de tout ce qu'apporte Marx. C'est qu'on n'est pas là pour penser le futur tel qu'il devra être, on est là pour voir quelles potentialités sont en train de naître sous nos yeux. Voilà. Et il inverse le rapport entre théorie et pratique politique. Et donc, j'aime bien rappeler ça, mais peut-être que certains l'ont lu, ça n'a plus déjà, mais quand il arrive à Londres en 1848, où sont réunis tous ceux qui font partie de ce qu'on appelle le communisme, c'est-à-dire, bon, il y a des syndicalistes, il y a des utopistes, il y a des fourriéristes, il y a tout le monde. Ils ont écrit, il faut s'en souvenir, une profession de foi communiste, en attendant Marx, qui dit, et pourchassé par la police, enfin, il fait des tas de détours, profession de foi communiste. Quand Engels arrive, il arrive avant Marx, une colère, une profession de foi, on n'est pas là pour une religion, etc. Et lui-même, Engels écrit des principes du communisme. Alors en gros, il fallait les apprendre par cœur pour devenir communiste. En gros, il y avait tout le contresens que Marx va développer, que va détruire. Marx arrive, il fixe sa colère à son tour, et en gros, voilà, il tient le raisonnement suivant. Le communisme, ça n'est pas un être, ça ne sera jamais un État, ça ne sera jamais une société. Je lis, ça n'est pas un État qui doit être créé ou un idéal sur lequel la réalité devrait se régler. Il dit non, ça c'est non. Ni un idéal, ni un État. C'est pourquoi le communisme ne peut pas s'effondrer, puisqu'il ne peut pas exister. C'est le mouvement réel qui abolit l'État actuel, c'est-à-dire c'est le processus infini de l'humanité pour s'émanciper des dominations et des exploitations. Ça n'est rien d'autre. Rien. Les premiers chrétiens contre l'esclavage, leur but, c'était du communisme, le but des paysans chrétiens en Allemagne au début de la Renaissance, c'était du communisme. Et la moindre lutte d'un utopiste ou même d'un réactionnaire, qui, si jamais c'est pour libérer une liberté, etc., c'est du communisme. Ça veut dire qu'il y a dans cette attitude, et c'est pourquoi il écrit un nouveau livre, le livre qu'il écrit avec Engels, avec ce titre qui est souvent mal compris, c'est vrai, Manifeste du Parti communiste. Il n'y a pas de parti à l'époque. Il n'y a pas de parti communiste. Donc, le sens de parti communiste, c'est prendre parti, comme on dit le parti du féminisme, ou le parti du progrès, le parti de l'anticolonialisme. Le parti communiste, c'est l'engagement pratique et idéologique contre toute exploitation, toute domination. Et le mot manifeste, ce n'est pas une proclamation. Ça s'oppose philosophiquement, et en allemand comme en français, à latent. C'est-à-dire le communisme, il est dans le monde, en acte, à travers toutes les luttes, toutes les dénonciations, etc. Et il faut le rendre manifeste. Il faut le manifester. Et donc ce texte, ça consiste, c'est l'illustration de ce qu'il écrivait 5 ans plus tôt, à montrer aux ouvriers, aux prolétaires, aux paysans, aux intellectuels, etc., qui sont en train de contester le capitalisme, la signification de ce qu'ils sont en train de faire. C'est donc pas un programme, c'est la mise au clair de ce que le monde est en train d'inventer. Et c'est pourquoi la première phrase, mais ça Derrida a fait un livre entier là-dessus, mais bon, c'est clair, c'est une référence à Hamlet. La première phrase du manifeste, c'est un spectre hante l'Europe, en référence au manifeste. Un spectre, c'est quoi? Ben, Hamlet, il est là, son père est mort, il voit son père. C'est ça, le spectre de son père. Alors, il l'est ou il n'est pas? Il est, puisque c'est un spectre, mais le spectre, c'est quelqu'un qui n'est plus. Et le communisme, c'est ça. C'est-à-dire que ça n'a pas d'être, le communisme. Il répète ce qu'il disait dans l'idéologie allemande en 1945, ou dans sa lettre à Rutsch en 1943. Le communisme ne peut pas être. Le communisme est un processus universel. On y concourt plus ou moins selon les jours, etc. Donc, il y a ce mouvement qui donc crée du futur. Voilà. Lui, il a sa réponse à la question de quoi demain sera-t-il fait? Il sera fait de ce que les peuples en auront fait. Et chaque être humain doit se poser la question, quelle humanité est-ce que je veux être? Et donc chacun concourt. Mais ce sont des individualités qui n'ont pas forcément la même idée de l'humanité de demain.
Le futur, demain, ce sera la résultante de ce processus. Mais ça ne sera jamais un état immobile. Et donc, c'est ce que Sartre dit très très bien à l'époque, les marxistes de l'époque l'ont traité de tout, alors que c'était l'essence même du marxisme, la révolution, quand il compare justement la révolution à l'art. Il dit, le tableau que fait un peintre, il n'est pas dans sa tête avant, il n'a pas déjà conçu ce que serait le tableau, il le fait touche après touche. Il se dit, tiens, il faut que je remette du bleu ici, ah ben non, là, à ce moment-là, il faut que je mette du vert, etc. Il dit, l'histoire, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque étape, chacun se demande ce qu'il fait, et on ne dit pas que c'est n'importe quoi, parce qu'il n'y avait pas un plan avant, comme dans la technique. La technique, ils font un plan, etc. C'est créé au fur et à mesure, ça n'est pas écrit à l'avance, et pourtant ce n'est pas du n'importe quoi. Voilà. Parce que c'est une histoire qui se fait collectivement. Et je pense que, à l'époque, on a dit que Sartre et Merleau-Ponty, l'autre, qui était membre du Parti communiste d'ailleurs à l'époque, on a renvoyé les gars, on a jeté l'avant américain, rien moins qu'un des 5 plus grands philosophes du XXe siècle, qui était très très bon marxiste, comme Sartre d'ailleurs à l'époque, on disait qu'il désespérait le peuple. Désespérait le peuple. Pas seulement parce qu'il dénonçait le sadisme, etc. C'était pas... Bon, il y avait ça, bien sûr. C'est parce que, je vais dire, une citation de Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, peu connu, qui reprend la métaphore de l'artiste. Il dit, le mouvement révolutionnaire, comme le travail de l'artiste, est une intention qui crée elle-même ses instruments et ses moyens d'expression. C'est une intention qui crée ses instruments et ses moyens d'expression. Et le problème qu'il pose, c'est celui de la prétention à détenir la vérité. Qu'à l'époque, et pas seulement en Union soviétique, eh bien, ceux qui se réclamaient de Marx, et qui enterraient l'essentiel du marxisme, il faut bien le dire, et tranquillement, pour la plupart, certains non, mais il faut bien savoir, ce sont ceux qui ont été exclus, il faut bien regarder les textes. C'était le problème de la vérité. Qui prétend détenir la vérité en politique? Étant donné que l'enjeu, c'est un futur créé par tous, et qui n'est donc écrit nulle part, il y a cette phrase de Merleau-Ponty qui, personnellement, est une boussole pour mon activité citoyenne. Je lis, « Notre rapport au vrai passe par les autres. Ou bien nous allons au vrai avec eux, ou bien ce n'est pas au vrai que nous allons. Il n'y a pas d'autre vérité historique que celle que, collectivement, on invente en chemin. » Ça, c'est quelque chose que, aujourd'hui, on voit mieux avec des expériences des modélisations du socialisme avant, et puis la logique programmatique, etc., après, etc. Est-ce qu'on en tire toutes les leçons? On ne tire jamais toutes les leçons, mais il faut vraiment y réfléchir encore, ce rapport au vrai. C'est tous ensemble qu'on va vers le vrai. Ce n'est pas un vrai auquel on demande de se rapprocher des autres. Ça, j'ai jamais aimé l'idée de on est à la croisée des chemins, parce que ça suppose qu'il y a des chemins. Vous savez, si on est dans un champ, s'il y a déjà un chemin, on le prend, parce qu'il existe déjà. Donc le point d'arrivée existe déjà. Si on raisonne comme ça en politique, on est mort. Ou alors on dit, il n'y a pas de chemin. Donc moi je passe là, et puis Guy va passer à côté. Et puis vous allez marcher au même endroit que moi, et puis tous les autres vont passer de son côté. L'histoire, ce sera le chemin qui a été fait par 5 sur 8 ici. C'est-à-dire que l'histoire, il ne faut pas le penser comme un chemin. On dit la croisée des chemins. Moi, je veux bien, je vois vaguement ce qu'on entend par là. Ça veut dire qu'il y a des alternatives à chaque seconde. Mais alors, c'est des chemins, hein, chaque pas. Le chemin, il s'invente parce qu'on passe dessus. C'est ça la grande idée de Merleau-Ponty et de Sartre, qui ne se relève pas de Marx. Mais je vois pourquoi, comme disait Marx, je ne suis pas marxiste, il disait. Il faut voir ce qu'il y a d'important chez Marx et essayer de le faire vivre. C'est ça, il semble. Ça veut dire que, à partir de là, le chemin, il dépend de chacun de nous. De quoi demain sera-t-il fait? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai envie de prendre ce chemin-là. Et puis on verra le lendemain. Si je suis tout seul, ça va être dur. Voilà. Vous savez, c'est l'histoire de celui qui dit « Je ne vais pas à la manif, faire cette manif parce qu'il n'y aura personne. » Si tout le monde se dit ça, il n'y aura personne, il dira « Tu vois, j'avais raison. » Vous comprenez? Le futur, on l'invente par l'idée qu'on se fait du futur. Il faut toujours se dire ça. Et voilà. Et donc, il faut renoncer aux fausses certitudes. Donc, plus de certitude, admettons. Est-ce qu'on est aveugle? Mais non. L'absence de certitude définitive en politique, ça s'appelle la liberté.
plutôt le processus de libération. Les humains ne sont pas régis par l'instinct, comme le stylo dont je parlais au début, ou le chien qui se promène dans la rue et qui lève la patte partout. Voilà. Il y a une impossibilité, mais essentielle, à répondre à la question de quoi demain sera-t-il fait. Parce que ça tient à l'essence même de l'histoire humaine. Et c'est donc une très bonne question à poser, parce que chacun doit se situer par rapport à cette prétention à dire de quoi il sera fait, et même y a-t-il une réponse à cette question tant qu'on n'a pas analysé la question elle-même. Et donc, il reste quoi aux humains? Alors il reste, on ne peut plus croire en rien. Il reste une chose importante, l'espérance en soi, la foi en soi-même. Le jeune Marx, c'est ça qui est intéressant chez le Marx. Il dit voilà, la religion, hein, c'est le soleil que l'homme invente pour tourner autour de lui, tant qu'il n'a pas appris à tourner autour de lui-même. L'espérance en soi, ce que Hannah Arendt appelle la promesse. Il dit la promesse, l'engagement. Voilà, je veux que ma vie ce soit ça. J'ai des convictions. Avec d'autres, on a fait ça. Je pense que ça c'est juste. Je vais me prendre plein la figure. On ne sera peut-être pas beaucoup, mais je reste là. Je sacrifie pas ça à un petit arrangement d'un moment ou une petite clique de l'autre. Non, non, non. Un petit intérêt partiel. La promesse, c'est finalement le seul futur dont il ne dépend que de moi, que ce soit tenu. C'est la seule façon de prévoir le futur, c'est de tenir ses propres promesses. Avoir, voilà, il dit c'est le seul moyen, Arendt dit, de dominer l'obscurité des affaires humaines. Je trouve que c'est beau ça, et puis dans une période comme aujourd'hui, c'est essentiel. L'îlot, c'est un îlot de certitude dans un océan d'incertitude. La conviction de chacun de faire ce qu'il pense devoir faire. Et tant pis pour les autres. Tant pis si jamais ils trouvent que je suis fou. Tant pis s'ils pensent que je gâche ma vie parce que je crois à ceci ou cela. Tant pis s'ils pensent que je vais perdre un poste ou un fauteuil. Tant pis si jamais ils pensent, etc. Et réussir à avoir l'espérance en soi. Et ça, c'est très important, il me semble, dans les périodes. Voilà, ce que Ernst Bloch appelait le principe espérance, je vais reprendre ce que Guy disait tout à l'heure, ça n'est pas de l'utopie. Enfin, il en disait, on en parlait avant ensemble. Ça n'est pas de l'utopie. C'est de l'utopie concrète, comme on dit, l'utopie vivante, je préfère. C'est l'idée qui... Utopie, ça veut dire sans lieu, utopia. C'est sans lieu, mais il y a des choses que je peux essayer de faire exister dans un lieu, rendre présent, le fameux spectre de Marx. Voilà. C'est du devenir, et si on pousse par là, les autres ne poussent pas exactement, mais ensemble on va faire exister autre chose de toute façon, et on ne peut pas savoir. Moi je pense que le 13 juillet 89, personne, et le 14 juillet non plus, personne n'imagine qu'on va abolir le privilège. Simplement on a faim, on veut se chauffer avec les morts, on n'a pas le droit, on se fait massacrer, on y va, et hop, c'est tout. Quand ils détruisent la Bastille, ils détruisent 3 fois rien, un symbole. Ils ne savent pas que ça va devenir la force imaginaire de la révolution, la prise de la Bastille. Et ils ont raison. Le drapeau bleu, blanc, rouge, le roi entre Paris et le peuple, c'est un drapeau, c'est un bout de tissu, on coule les 3 couleurs, mais attention, l'imaginaire, c'est une force extraordinaire, parce qu'ils se sont dit, on peut détruire la Bastille. Après, quand ils ont réussi, ils se sont dit, alors on peut aller jusqu'où là? Et c'est une idée qui s'invente, la révolution. Parce qu'on marche, on apprend à marcher. Et donc, c'est pourquoi j'ai donné le titre, le présent de l'espérance. On ne peut pas le chercher dans le futur, dans le passé. C'est le présent, avec cette dimension du futur, mais il faut bien penser cette dimension du futur présentement, et non pas dans un futur déjà, etc. Et aujourd'hui, finalement, ce qu'on appelle peut-être dépolitisation. Ces mouvements qui claquent partout, ces jeunes qui ne veulent pas, dès qu'il y a un homme politique qui arrive, on crie à la récupération, etc. Et on dit, il y a une façon de récupérer qui consiste à dire, je viens, mais pas pour vous récupérer, pour vous soutenir avec les caméras autour, on voit très bien ce que ça veut dire. Tous ces millions de personnes qui, aux yeux anciens, se dépolitisent. C'est peut-être une mutation totalement salvatrice de ce processus. Il y a certains qui ne veulent plus du tout rentrer dans une organisation. Est-ce qu'ils se dépolitisent? Pas forcément. Peut-être qu'ils sont en train, eux, d'inventer leur nouvelle façon d'être citoyens révolutionnaires. On le saura plus tard, tout ça. Et à chacun de se demander pourquoi ils ne se reconnaissent pas dans des organisations alors qu'ils ont des aspirations extrêmement révolutionnaires. C'est comme ceux qui ne votent pas. J'arrête pas de rencontrer des gens qui votent, de toute façon, moi je vote plus. Et quand je discute avec eux, je m'aperçois qu'il n'y a pas si longtemps, ils auraient voté révolutionnaire. Ça veut dire que ce n'est pas par un déficit de politique, c'est par
le fait que le futur, quand il frappe à la porte, par définition, il ne peut pas se reconnaître dans des choses qui existent déjà. Et donc, c'est comme ça que l'histoire marche. C'est comme ça que la création historique se concrétise. Eh bien, c'est, pour moi, cette façon de se comporter, j'aime bien l'incarner dans un personnage antique qui s'appelle Diogène, et qui disait « Rien entre le soleil et moi ». La démocratie athénienne, c'est la décadence et les massacres. Il avait raison. Les guerres, on massacre une cité entière. Tout, femmes, enfants, tout. Parce qu'on a refusé de s'allier à Athènes, etc. Alexandre le Grand, grand assassin devant les grands assassins, civilisateur et assassin, enfin, d'une cruauté extraordinaire, demande à voir Diogène, qui disait qu'il ne dépendait que de lui. Et Alexandre le Grand disait, si je n'avais pas été Alexandre le Grand, moi qui possède la terre entière, j'aurais voulu être Diogène. Lui, il se possède. Et leur rencontre est merveilleuse parce qu'il traverse toute la Grèce, il arrive à Athènes, on lui dit non, Diogène n'est pas là. Alors il est où? À Corinthe. Alors il va à Corinthe avec tout son armée, ses machins, sa musique, et tous les disciples de Diogène qui tremblent. Et il dit, il est où? Bah, il fait la sieste sur la pierre, parce qu'il était tout nu sous son manteau. Ah bon? Il n'ose même pas l'appeler, il sait qu'il ne viendra pas, il est trop indépendant pour ça. Donc il va là-bas, avec son cheval, il arrive, il le couvre de son ombre, et il lui dit, moi, Alexandre, demande ce que tu veux, je te le donne. Il dit, n'importe quoi? C'est n'importe quoi, devant tout le monde, je m'y engage. Tout ce que je demanderai, parole d'Alexandre, alors ôte-toi de mon soleil. Et il fait faire un pas de côté à son cheval. Rien entre le soleil et moi, même le pouvoir politique. Aussi massacreur qu'il soit à l'époque, parce que tout le monde s'attend à ce qu'il soit massacré, Alexandre tourne et rentre chez lui. Il a ce qu'il veut. En gros, l'univers est partagé en deux propriétaires. Alexandre qui possède le monde et Diogène qui se possède lui-même. Moi, j'y vois un symbole d'avenir. Je suis désolé, mais si la clé politique des impasses et des contradictions actuelles réside dans la réappropriation du futur par chacun, que le futur soit dans notre pratique présente, alors tout ce qui croit résoudre ce problème par des voies purement ou d'abord institutionnelles, d'alliances, d'accords, de nombre de sièges, de postes, quel qu'il soit, quel qu'en soit l'intérêt, hein, je ne juge pas aucune actualité politique à travers ça, j'essaie de juger la période historique. Ça fait maintenant obstacle. Ça n'était pas avant, ça faisait des points d'appui, maintenant ça fait obstacle. Sauf s'il y a un mouvement populaire qui l'exprime. Mais je ne pense plus qu'on puisse individuellement, ni même en tant qu'organisation, quelle qu'elle soit, se dire ça c'est bon pour l'avenir de notre peuple. Si ça ne vient pas d'un mouvement présent, d'espérance active, ça fait obstacle. C'est peut-être injuste, mais qui va dire qu'une chose juste, qui n'est pas comprise et qui fait reculer en arrière, c'est bien? Encore une fois, la vérité, c'est tous ensemble que nous y allons. Autrement dit, la créativité populaire, de toute façon, forgera l'avenir de notre société et du monde. De toute façon. Quel qu'il soit, c'est ça qui est terrifiant. Quel qu'il soit, et ça peut être terrifiant parfois. Donc, à la question de quoi demain sera-t-il fait, il n'y aura jamais de réponse. Il n'y aura que déjà des réponses à éliminer, des réévaluations de la question, mais le fait que cette question ne puisse pas avoir de réponse constitue une réponse. Ça veut dire que faisons-nous pour quel demain, chacun, individuellement et éventuellement collectivement, évidemment. Et donc, il y a une illusion terrible qui en présuppose une autre, celle qui consiste à croire et prétendre que prétendre connaître le meilleur futur, ça fonde une identité. Ça, c'est quelque chose qui, depuis des années, me paraît invraisemblable. Pourquoi? Parce que, et ce mot revient sans arrêt, qu'on le veuille ou non, ça revient. Pour les bonnes causes, tout ce qu'on voudra. L'identité est un principe mathématique. Si A est A, et que B est différent de A, A ne peut pas être à la fois A et B. A est A. C'est un principe, en mathématiques ça marche, parce que si vous faites la même opération 2 x 3 dans 15 ans, il y a 15 ans, etc., on trouve toujours 6. Donc,
Voilà, tant qu'on reste dans les mathématiques classiques, il y a d'autres mathématiques aujourd'hui, mais tant qu'on donne la définition des nombres, etc., la même opération donnera le même résultat. Il y a 2 millénaires et dans 2 millénaires. Donc le principe d'identité fonctionne. On peut dire aussi qu'un chien est un chien. Attendre 100 millions d'années, évolution, mutation des espèces, on ne sera plus là pour en parler. Un chien est un chien, avec un code génétique, des instincts bien déterminés. Il lève toujours la patte quand il y a de l'urine d'un autre chien. Le chat, il fait ses besoins dans la litière et après il met tout à côté parce qu'il gratte, il ne peut pas faire autrement, ça ne sert à rien. Voilà. Le chat, il fait le chien. Donc un chien reste un chien. Mais vous et moi, on n'était pas pareil hier, on ne sera pas pareil demain. L'humanité change, c'est un processus d'autocréation permanente. Donc l'idée d'identité humaine, l'identité d'un peuple, l'identité d'un individu, ce sont des façons de ne pas nous confondre. Alors on a un numéro de sécurité sociale, voilà. Si on veut dire ça, chacun a un numéro de sécurité sociale. Mais moi, je ne sais pas vous, mais moi je ne me reconnais pas dans un numéro de sécurité sociale. On a une carte d'identité, pour ne pas nous confondre. Mais moi je ne me reconnais pas sur la photo, j'ai malheureusement ou heureusement sacrément changé. Le nom c'est le nom de mon père, c'est pas le mien. Le prénom est d'État, Jean-Paul. Ma date de naissance, je ne m'y reconnais pas. Les empreintes digitales, si je me mettais le doigt sur un fer rouge, je ne changerais pas fondamentalement. Il n'y a pas d'identité humaine. J'ai beaucoup cité Sartre ce soir. Ce chien, comme on disait en 1945 au Parti communiste, mais l'idée d'identité conduit au fascisme. Et dès qu'il y a eu Hortefeux, je me suis dit, quand même, c'est ça, c'est pas cela. On a tous compris qu'il y avait quelque chose de monstrueux dans l'idée d'identité nationale. La France, c'est un melting pot permanent de toute l'histoire, avec des gens, presque personne en France n'avait 4 grands-parents qui étaient français, etc. Et c'est ça la richesse. Tout pays, on est latin, grec, juif, arabe, quand on voit notre langue, quand on voit nos habitudes, nos artistes, etc., nos footballeurs, tout. Il n'y a pas d'identité nationale. Et on voudrait que la seule chose qui ne change pas, ce soit les révolutionnaires. C'est pas blague. C'est en ce sens que Marx disait « je ne suis pas marxiste ». C'est parce qu'il n'a cessé de changer d'avis au rythme de sa démarche, au rythme de ce que faisait le peuple. Il se fait massacrer, il dit bah alors la démocratie pour l'instant est impossible sans prise d'armes, avec une dictature. Il y avait un mouvement populaire très puissant, il dit la démocratie redevient possible pour les révolutionnaires. C'est le peuple qui met les limites et les possibilités de notre pensée philosophique et politique. Et donc, cette idée-là, c'est le corollaire de la façon de subordonner le présent à un futur. Mon identité, c'est de lutter pour tel futur. Si les autres ne sont pas d'accord, ils se trompent. Par ailleurs, la phrase de Bernard. Et donc, quand on subordonne le présent à un futur, on creuse entre ce futur et le présent un fossé infranchissable. Et on s'étonne que les gens ne veuillent pas sauter. Mais ils ne peuvent plus sauter, puisqu'on leur a dit ce qu'ils trouveraient de l'autre côté, et que ce n'est pas eux qui l'ont inventé. C'est ça, à mon avis, le fil conducteur, la plus grande découverte de Marx. Voilà. Cette découverte de Marx, c'est fondamental. Ça veut dire que c'est en bas que le pouvoir se forge, se forme, se transforme et se détruit. Ça n'est pas en haut. Jamais en haut. Le haut tire son pouvoir de l'intériorisation de ce pouvoir en bas. Je parle en haut ou en bas, ce sont des concepts très approximatifs, mais enfin, ce sont ceux qu'utilisait Michel Foucault, et je trouve que c'est pas sans efficace. Et donc, toutes les théories qui ont précédé, qui se sont cassées les dents, eh bien, sur cette question politique, eh bien, elles doivent nous inviter à penser notre difficulté à penser le futur. Les difficultés politiques, les difficultés de nos imaginaires, les difficultés des luttes sociales, les difficultés de création culturelle et de créativité philosophique, c'est à l'intérieur, à mon avis, de cette façon de ramener tout le futur à l'espérance présente et aux actions présentes. Si on modifie ça, on remet à l'endroit le politique. Je pense que beaucoup a été fait ces dernières années, mais je serais très étonné qu'on puisse montrer qu'on en a tiré toutes les conséquences. On pourrait citer la vie politique, on est déjà là pour ça, hein. Mais il y a quelque chose de fondamental, c'est tellement fondamental, ça remet tellement en question de choses, qu'on est révolutionnaire, mais pas pour révolutionner ça.
ça, c'est sans doute un des plus grands problèmes du processus révolutionnaire. C'est que s'il faut tout changer, la conception de la révolution, on se dit, mais il vaut mieux faire ce que nous savons faire, comme on a dit à une certaine période, etc. Et donc, je vous ai expliqué pourquoi mes raisons à moi de transformer la question de quoi demain sera-t-il fait, concerner un futur et collectif, en présent de l'espérance qui ramène au sujet et au présent toute cette dimension.